Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème. Je suis Rebecca Ricci, accompagnante professionnelle, et dans ce podcast, je vous raconte des histoires, des séances de thérapie partagées par Emmanuelle Piquet, thérapeute, praticienne du modèle de Palo Alto. Dans cet épisode, je vous raconte une histoire, et dans l'épisode qui suit, celui qu'on appelle le décryptage, avec Emmanuelle, nous la revisitons, nous la déplions, pour identifier ce qui pourrait peut-être expliquer, aider à faire autrement quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Aujourd'hui, l'histoire que je vous raconte, c'est celle d'Alizée. En réalité, c'est Benjamin qui va consulter Emmanuelle. Benjamin est un prof et il se sent complètement coincé dans une situation visiblement qu'il n'a jamais rencontrée avant. Il est prof principal dans un lycée et il a une de ses élèves de première qui refuse absolument de passer à l'oral. Le problème, c'est que c'est l'année de l'oral de français. Et Benjamin, il est très embêté pour cet élève parce que ses refus successifs peuvent vraiment la pénaliser au moment des oraux. Dans son échange professionnel et de supervision avec Emmanuelle, il lui explique « Oui, il faut qu'elle s'y prépare, c'est pas simple. Si elle arrive à la fin de l'année sans jamais s'être entraînée, devant la classe ou au moins devant un petit groupe, elle va être complètement tétanisée. Elle pourra rien dire. Et puis même l'an prochain, elle a l'oral d'anglais, c'est vraiment un gros coef. Et puis, on le sait, d'une façon générale, savoir s'exprimer en public, c'est vachement important. Elle dit qu'elle veut faire veto, qu'elle n'aura pas de problème devant les animaux. Je le lui ai dit. Je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas besoin de l'oral pour faire veto. Emmanuelle le questionne. Alors, ok, qu'as-tu tenté de faire pour l'instant? Pour qu'elle accepte de parler devant tout le monde? Je lui ai d'abord expliqué ce que je viens de t'expliquer, en essayant de lui faire prendre conscience du risque qu'elle prenait si elle continuait à se défiler. Alors c'est bizarre, elle me répond avec une tête de lapin pris dans les phares qu'elle peut pas. Désolée monsieur. Après, je lui ai dit que je lui laissais jusqu'à mi-octobre pour trouver une solution, et qu'ensuite je serais obligée de lui mettre 0 à chaque fois qu'elle refuserait. Tu comprends, sinon je me retrouve dans un truc totalement inéquitable vis-à-vis des autres. Ouais, en effet, dit Emmanuelle, je comprends. Et alors qu'est-ce qui s'est passé puisqu'on est en janvier? Elle a refusé. Je lui ai mis 0. Alors elle s'est mise à pleurer, doucement. Et franchement, je me suis sentie hyper coupable. Et en même temps, ça me semblait l'attitude la plus juste vis-à-vis des autres. Et puis, je voulais pas revenir sur l'engagement que j'avais pris devant elle. Du coup, la relation entre nous s'est totalement dégradée. Elle fuit mon regard, elle est moins appliquée à l'écrit. Elle refuse toujours de passer à l'oral. Et depuis un mois, elle est hyper souvent absente ou à l'infirmerie. Est-ce qu'elle a exactement le même comportement dans toutes les matières? Demande Emmanuelle. Ouais, j'en ai parlé avec mes collègues. Absolument identique. Il y en a qui laissent passer, d'autres qui mettent 0 comme moi. Peut-être que j'ai tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas aidée. Ni par rapport au fait de passer à l'oral, ni d'une façon générale sur ses apprentissages. Je suis inquiet parce que les fois où un de mes élèves a commencé à être très absent, psychiquement et après physiquement, ça s'est terminé en phobie scolaire. Et je me sentirais vraiment coupable si ça lui arrivait. Et je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. À ce que l'enseignant partage, Emmanuelle répond qu'elle comprend, qu'il a raison, que oui, souvent les phobies scolaires présentent des signes avant-coureurs. Et que, oui, c'est vrai, c'est une situation difficile parce que, évidemment, il a tout fait, il a été patient, il a été compréhensif, il l'a prévenu, et puis, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Mais elle relève un truc. Tu sais, il y a quand même peut-être une chose que tu n'as pas faite. Une chose au préalable. C'est de lui demander de quoi elle a peur exactement. Et d'ailleurs, pour être plus précise, il faudra lui poser la question comme ça. Que pourrait-il t'arriver de si épouvantable si tu passais à l'oral? Franchement, pas grand-chose, dit Benjamin. Même si elle se plante, juste le fait qu'elle ait eu le courage de s'exprimer en public, ça lui vaudra des encouragements de ma part. Et d'ailleurs, même de la part de mes collègues. Oui, d'accord, de la part des enseignants, dit Emmanuelle, mais ça c'est sûr. Mais pour le reste de l'assemblée, on sait pas. Tu sais, les peurs adolescentes, notamment les peurs relationnelles, j'ai l'intuition même qu'il s'agit bien de ça, que souvent c'est tellement submergent que ça peut mettre à mal toute sa scolarité. Parce que le problème avec les peurs, c'est que plus on essaye de les éviter,
plus on essaye d'éviter de les ressentir, plus on essaie d'échapper aux situations qui suscitent ces peurs, et finalement, plus on essaie de contrôler les symptômes qui les accompagnent, et plus ces peurs grossissent et nous empêchent de faire les choses que nous aurions envie de faire. Donc, en général, il convient de les apprivoiser pour pouvoir les apaiser. Mais pour cela, il faut d'abord les identifier. Il faut les regarder en face, au moins en pensée. Donc, je te propose, si ça te paraît possible, de dire à Alizée la chose suivante. Alizée, je m'en veux beaucoup parce que j'ai l'impression que je ne t'ai pas du tout aidé par rapport à ton problème de peur à l'oral. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'en voulant être le plus juste possible, je t'ai mise dans une situation sans issue. Parce que finalement, les deux voies qui s'ouvrent à toi sont assez horribles. Soit tu refuses de passer à l'oral et t'es sanctionné, soit tu acceptes. Et là, il peut se passer des choses très ennuyeuses pour toi. D'ailleurs, je t'ai pas demandé une chose fondamentale pour pouvoir peut-être t'aider. Que pourrait-il t'arriver de si épouvantable si tu passais à l'oral? Emmanuelle accompagne sa recommandation de précision qui ont toute leur importance. Elle lui dit, ce qui est fondamental à ce moment-là, si elle accepte de te répondre, c'est surtout de ne pas la rassurer. Quoi qu'elle te dise, tu lui dis juste, je comprends que tu as peur. Et puis, tu peux lui dire que si elle est d'accord, tu vas présenter sa situation à ton groupe de supervision et voir ce que vous pourriez lui proposer de faire pour que son angoisse de parler en public devant toute la classe, que cette angoisse-là soit moins submergente. Une fois qu'on aura fait ça, on verra ce qu'on peut faire. 15 jours s'écoulent et lorsque Benjamin revient au cabinet, il explique qu'Alizée est d'abord restée totalement silencieuse. D'ailleurs, il a eu peur que son mea culpa n'ait pas suffi pour qu'elle ait envie de lui dire ce qui lui faisait peur à ce point. Et finalement, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer très doucement en disant « Il faut me jurer de rien dire à personne, monsieur. C'est Clément et sa bande. Ils mettent des notes aux filles qui passent à l'oral. Et après, ils les diffusent sur Snap et avec des photos horribles qu'ils ont prises de nous en douce. Comme je suis la plus moche de la classe. Je sais bien ce qui va m'arriver. Et c'est trop horrible. Je préfère avoir 0. Et puis si j'ai pas mon bac, bah tant pis. Je m'arrangerai toujours pour travailler à la SPA. Mais s'il vous plaît, monsieur, surtout ne dites rien à personne. Ni à l'administration, ni à personne sur Clément. Sinon, je suis morte. » Elle lui a fait jurer. Et Benjamin raconte qu'il s'est mordu la lèvre pour pas lui donner de conseils, pour pas lui dire que ça n'arriverait sans doute pas, pour pas lui dire qu'elle était pas moche du tout, pour... Non, vraiment. Il s'est contrôlé, il n'a rien dit. Et il s'est pas mis entre le problème et Alizée. Il a juré et il a dit « Je comprends que t'aies peur. Moi aussi, j'aurais peur à ta place. » Alors elle l'a regardé et lui a dit « Enfin, peut-être qu'ils le feront pas. » Benjamin, qui avait bien écouté les conseils d'Emmanuelle, est resté très vigilant au fait de ne pas rassurer la jeune fille. Il lui a dit que la probabilité était faible qu'il l'épargne, et puis il lui a proposé d'en parler en supervision, en changeant les prénoms, et de voir à ce moment-là si quelqu'un aurait une idée pour l'aider. Quand il l'a revu quelques jours plus tard, il lui a présenté l'alternative qui avait été proposée par le groupe. Soit tu donnes le pouvoir à Clément et à sa bande de choisir ton destin à ta place, et tu continues à laisser ta peur te dominer. Et oui, même si c'est un vrai gâchis qu'une fille aussi douée que toi ne puisse pas faire veto, tu trouveras effectivement toujours un poste, dans un refuge ou dans une assoce. Après, tu peux aussi reprendre le pouvoir sur Clément. Mais ce que je vais te demander demande énormément de courage. Énormément. Sauf que ça permettrait que ce soit plus lui ou sa bande qui décide de la suite de ta scolarité. Comme ce que je vais te proposer est super dur, tu peux aussi préférer que Clément reste ton maître et ton conseiller d'orientation. Alors là, et c'est ça qui est magique dans les histoires d'Emmanuelle et dans le modèle de Palo Alto, Alizée a choisi la deuxième voie, celle où il reprenait le pouvoir. « T'es bien sûr ?» lui a demandé Benjamin. « Oui, j'en ai trop marre qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec les filles. »
Ok, alors, la prochaine fois que tu es en cours avec moi, je vais te demander de passer à l'oral. Tu pourras commencer ton exposé en t'adressant directement à Clément, devant toute la classe. Et tu pourrais dire « J'espère que la story que vous allez faire sur moi va être un peu plus dégueulasse que les dernières, parce que je trouve que vous vous relâchez. Et là, franchement, vu que je suis la plus moche de la classe, vous pourrez vraiment vous faire plaisir. D'ailleurs, continue Benjamin, tu pourrais t'interrompre à certains moments, leur dire qu'il faut qu'ils prennent des notes Snapchat ou des photos de toi. Et puis même, tu peux leur dire « Tu veux que je prenne une pause ?» Voilà, de deux choses une. Soit il y a une story qui est faite sur toi, et tu les remercieras via les réseaux, puisque c'est ce que tu leur auras demandé. Soit ils le feront pas parce qu'ils auront été déstabilisés par ton courage. Mais ce qui est important, c'est que dans les deux cas, c'est toi qui reprends le contrôle de la situation. Dans le premier cas, ils t'obéissent, et dans le deuxième, ils font ce que t'espères. Alors Alizée a beaucoup ri quand Benjamin a joué le rôle de Clément, qu'il a pris une tête de plus en plus désappointée au fur et à mesure qu'elle lisait le texte qu'il lui avait apporté. Et elle l'a fait. Elle l'a fait quelques jours plus tard en classe, et la classe, en particulier la partie féminine qu'elle avait prévenue, la classe s'est mise à l'applaudir, très fort, l'a soutenue, l'a encouragée. Et voilà comment Alizée a réussi à passer à l'oral. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, quand je vous raconte ces histoires, tout me semble évident. Quelles questions vous auriez envie de poser à Emmanuel ? Moi, je me suis demandé comment on fait quand on est impuissant et qu'on a envie d'aider l'autre. Comment on fait pour surmonter sa peur ? Parce que cette peur-là, probablement que vous en avez fait l'expérience. La première fois que vous avez dû faire, je sais pas, une intervention en public, peut-être chaque fois que vous devez parler en équipe, peut-être dans les repas de famille, quand il vous faut affronter le regard ou la réflexion, ou le mot toujours un peu cynique de X ou Y. Et puis, comment on trouve les ressources, comment on met en place, comment on dépasse. Voilà, c'est tout ce qu'on va explorer. Et plus encore, dans l'épisode qui suit, qui va s'appeler Alizée à l'oral, le décryptage. Merci de nous retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple. Abonnez-vous, partagez, commentez. À bientôt dans J'ai un problème. Au revoir.